Vu les circonstances tout à fait particulières de cette séance à notre société, nous avons pensé plus judicieux de vous présenter ce jour cet appareil d'électrothérapie portatif installé dans son coffret en acajou, et je l'ai mis donc sur une table à part, mais je vous demanderai de ne pas trop y toucher parce que c'est un matériel très fragile et le peu de caoutchouc d'époque qui existe encore est en train de se pulvériser, d'ailleurs comme tous les caoutchoucs du 19e. Mais surtout, je vais essayer de le resituer dans l'histoire des thérapeutiques recourant à la fée électricité, dont la vogue a été considérable au XIXe siècle et engendré dans bien des pays un essor de nouvelles firmes dont certaines ont eu par la suite une place considérable dans l'histoire des débuts de la radiologie. Mais l'usage de l'électrothérapie a été aussi l'apanage pendant longtemps de certains radiologistes qui ont porté alors le nom d'électroradiologistes. Nous faisons un court rappel de la thérapeutique électrique du XVIIIe siècle en signalant le rôle du physicien genevois Jean-Louis-Jean Jalabert qui, avec une machine électrostatique, réussit à produire des décharges électriques qui engendrent des contractions isolées sur un avant-bras paralysé en 1747. Améliorant les extenseurs de l'avant-bras du patient. Mais l'abbé Nollet, autre personnage clé, le contredit et on connaît l'importance de ses travaux sur l'électricité. En août 1783, le futur révolutionnaire et médecin Jean-Paul Marat rédige un mémoire sur l'électricité médicale qui rassemble l'essentiel de toutes les connaissances et on y découvre bien des moyens par lesquels il essaie de détourner l'attention des patients qui subissent l'électrisation durant 3 bonnes heures. Donc on imagine à l'époque les capacités des appareils. Puis on observe la fascinante électricité se voir employée à but thérapeutique pour la première fois par un professeur germanique de pharmacologie, Christian Bischoff, qui est né en 1781 et mort en 1861. C'est un diplômé de l'université de Iéna. Celui-ci électrise des organes paralysés avec un vrai dispositif électrothérapeutique muni d'électrodes d'argent. On se doit de noter, avant de glisser dans le siècle suivant, une réussite de Jean-Noël Hallé, titulaire de la chaire de physique médicale donc à Paris en 1795, qui guérit d'ailleurs cette même année par électrothérapie une paralysie faciale périphérique. Alors, Guillaume Duchesne, originaire de Boulogne, 1806-1875, constate la supériorité du courant alternatif sur le courant continu, excitation dite galvanique, pour déclencher une contraction musculaire par, selon son expression, son effet chauffant. Nous remarquons que le courant continu est irritant pour la peau au point de provoquer des vésicules au niveau de l'anode et des ulcérations à la cathode. Ce n'est pas par hasard que ce courant sera la base des thermocottères et du bistouri électrique dont les débuts commencent vraiment avec Eugène de Céré. Remarquez l'usage pour la première fois par Duchesne, dès 1852 aussi, de la photographie dans le domaine médical. Ainsi, Duchesne va s'appliquer aussi au diagnostic par la faradisation. Mais ce terme même vous démontre le rôle éminent du physicien britannique Michael Faraday, qui est né en 1791 et qui est décédé en 1867. Alors, qui découvre entre autres l'induction électromagnétique qui permet la transformation du travail mécanique en énergie électrique. Donc la dynamo. Donc quand j'ai des soucis, je travaille un peu, n'est-ce pas? Je tourne, je travaille, et grâce à ça, je m'éclaire. Donc la dynamo est un objet fort précieux. Mais c'est aussi le père de l'électrolyse, et ça c'est moins connu, inventant les termes d'électrode et d'ion, dont il en donne les lois, et bien sûr il décrit le courant faradique d'induction employé en neurophysiologie et en thérapeutique par stimulation.
Ce courant est induit dans le circuit secondaire d'une bobine d'induction par une onde rectangulaire de courant continu, passant par le circuit primaire. Sachez cependant que la stimulation faradique comporte un courant d'ouverture et un courant de fermeture. Ce dernier est très bref, mais d'intensité élevée et de sens opposé au premier. Voilà, je vous ai exprimé l'essentiel seulement sur l'origine de l'électrothérapie, mais non sur l'électrophysiologie et d'autres applications de l'électricité avec des savants comme D'Arsonval, mais ce n'est pas du tout mon sujet. Maintenant, on en vient à l'appareil portatif qui a été construit par l'ingénieur électricien Charles Chardin, qui est né en 1850 et dont on ne connaît pas la date de mort. C'est après 1900, sûrement après 1925, qui s'est associé pour la bonne cause au docteur François-Victor Fauveau de Courmelles. Et ce médecin n'est pas du tout un farfelu, mais un homme très instruit, possédant en plus de son doctorat en médecine, des licences de sciences physiques, de sciences naturelles et même une de droit. C'est un des pionniers de l'électrothérapie et même de la radiologie, car il fera à la faculté de médecine de Paris, je crois même, le premier cours libre d'initiation à la radiologie. Son ouvrage de 1896, Précis d'électricité médicale, nous y dévoile l'appareil de Chardin, œuvre d'un ingénieur hautement récompensé, avec même une médaille d'or en 1889 à la fameuse exposition universelle dans la section médecine-chirurgie. Alors, je vais vous montrer le livre que vous avez donc pour vous à gauche du Précis d'électricité médicale avec la page de titre dans une petite maison d'édition de l'époque et avec tous les titres de Chardin, mais aussi Fauveau de Courmelles comme lauréat de l'Académie de médecine, etc. Et il a été même ancien élève de l'école pratique. Dans un but... Et ensuite, je vous montre, parce que c'est un exemplaire un peu intéressant, puisqu'il est dédicacé par Chardin, mais à la bibliothèque des frères Raynal, qui était une autre grande maison de vente d'instruments et des grands spécialistes des bandages. Donc les militaires, mon cher Jean-Jacques, utilisaient énormément cet homme. Dans un but promotionnel, s'associer à un médecin aura été la même façon d'agir de l'autre célèbre ingénieur qui est Adolphe Geff, 1832-1887, pour le père, et de son fils Georges, qui lui, 1857-1943, qui auront aussi par la suite un rôle dans les débuts de la radiologie en raison de leur capacité à fabriquer des transformateurs du type, d'ailleurs, Nikola Tesla, ou le système Paul-Houdin, associé d'ailleurs avec Hector Pilon pour ce dernier. Adolphe Geff s'associe aussi au docteur Auguste Tripier, qui est né en 30 et mort en 1914. Lorsqu'il sort en 1895, vous l'avez sous le nez, chez Bayer, donc toujours cette grande maison d'édition, son électrologie médicale précis thérapeutique. Mais vous retrouvez aussi la maison Eureka, du génial G. Trouvé, c'est-à-dire Georges Trouvé. J'ai trouvé, et il a désigné sa maison en Eureka, ce qui n'était pas bête du tout. Et c'est pour ça que d'ailleurs vous le verrez en passant, qu'il livra d'ailleurs aussi très tôt au public une petite boîte de faradisation dont j'avais offert autrefois à notre société un modèle qui a été déposé au musée, et Madame Klein, avec gentillesse, m'a donné l'appareil pour vous le montrer. Donc vous retrouverez l'appareil de Geff, qui est extrêmement intéressant. Son intérêt est expliqué d'ailleurs dans l'article sur l'électrothérapie du docteur Ernest Honimus dans le célèbre dictionnaire d'Amédée de Chambre. Et Georges Trouvé fut aussi associé très souvent au docteur Romain Vigourou, l'homme de l'électricité à l'hôpital de la Salpêtrière. Alors là, je vais vous montrer le livre donc de Georges Trouvé, que vous avez donc pour vous sur votre gauche, associé à Vigourou, que l'on voit ici, parce que dans le gros manuel qu'a fait Trouvé, il a fait représenter des gravures du travail et où on voit l'équipe de Vigourou qui est en train d'électriser des malades. Alors là, vous avez des détails plus près, puis vous remarquez la taille des machines pour fabriquer de l'électricité à cette époque.
Ensuite, je vous montre donc l'appareil électroportatif de Geff au-dessus, qui est tiré de l'article de Short. Mais en dessous, vous avez celui de ma petite boîte, avec la seule chose qui manque, c'est les 2 piles d'époque. Et si ma mémoire est bonne et que j'avais pu amener ma pile Mazda, ce petit appareil marchait encore parfaitement bien. Donc finalement, certains de ces appareils, selon leur puissance, ont permis la technique des stimulations électriques, mais retenez que la loi de l'excitabilité nerveuse et de la contraction musculaire ont fait tout au long du XIXe siècle l'objet de travaux mémorables depuis François Magendie jusqu'en 1905, année où Louis Lapicque, Georges Wess et Georges Bourguignon introduiront la notion quantitative de la chronaxie. Maintenant, examinons notre appareil de Charles Chardin, vous allez le voir comme si vous étiez à côté, enregistré comme A29 dans le catalogue général, qui était autrefois l'A6. Et cela me fait penser que mon appareil vient des années 1880, plus peut-être que 1870, à cause de cette notation de catalogue. Alors, il se présente dans un coffret d'acajou de 17 sur 9 sur 13 cm, avec une ouverture supplémentaire latérale qui permet d'accéder aux accessoires. On observe bien la pile au zinc, qui est en porcelaine émaillée, la bobine d'induction et des œillets, appelés bornes, pour recevoir les pitons des cordons conducteurs. Au-dessus de la pile se situe la plaque mobile du contact positif marqué F. Attends, je vais essayer de vous montrer s'il y avait la flèche, mais je ne sais pas où elle est. Elle a disparu. Bon, je vais vous montrer cette pièce. Voilà. Ça, cette pièce-là, lorsqu'elle touche, elle crée le contact. Et alors, il y a aussi, vous le notez, une partie amovible qui est le zinc vissé sur une partie métallique permettant son ancrage dans une borne. Alors, la borne est au-dessus, ici, c'est cette partie-là que l'on peut visser sur une petite partie qui va se mettre sur une borne ici. Donc, on peut déplacer l'ensemble et interrompre d'ailleurs le courant. Le trou dit du liquide sur la partie supérieure de la pile. Trou du liquide que vous avez donc ici sur votre gauche reçoit le liquide dont la composition exacte est inscrite sur une face de la pile et il convient d'y verser environ 125 grammes. À l'époque, ils ne parlaient pas en cc, mais en grammes. D'un liquide composé pour en gros 1000 grammes d'eau, de 150 grammes de bichromate de soude de potasse, de 200 grammes d'acide sulfurique et de 50 grammes d'acide chlorhydrique. Ce liquide corrosif se conserve d'ailleurs fort bien. Alors, voilà les recettes que vous avez qui sont bien mises de telle façon que les gens aient toujours la recette à portée de main. Ils pouvaient d'ailleurs préparer, j'oserais dire, du liquide d'avance. On veille lors du remplissage, et ça c'est très important, à ne pas trop en mettre pour éviter le débordement quand la tige de zinc sera mise dans le même trou, sachant que la tige plate horizontale marquée F, que je vous ai montré tout à l'heure, n'est pas contre le pôle positif, parce que si vous la mettez, en mettant aussitôt la pile, le courant va passer. Pour les accessoires, nous observons, alors là vous avez cette fameuse, vous voyez, j'ai fait exprès de vous monter sur la tige de zinc qui est à droite pour vous, et je vous ai mis avec une belle flèche la direction dans laquelle on devient actif lorsqu'on a mis, si vous voulez, cet élément dans la pile au zinc qui a son liquide. Alors, les accessoires, nous observons que ceux-ci sont portés par un pas de vis sur un manche de bois, et là on les voit très bien sur ce que j'ai fait figurer sur la petite table, avec 3 types d'éléments électrodes qui sont fournis avec leur cordon conducteur. Le cordon conducteur, il y en a bien sûr un seul modèle, un rouge et un vert. Donc voilà les éléments. Il y a donc, on va partir pour vous de la gauche sur la droite, donc un cordon conducteur qui est là,
Vous avez ensuite des excitateurs qui sont en fait des pinceaux de fil de cuivre destinés à la peau parce que c'est beaucoup plus révulsif. Il y a 2 excitateurs après au charbon qui sont avec des tampons, bien sûr, recouverts de peau, tout comme les boules Oliver et ensuite le cordon vert. Alors, les 2 derniers qui sont recouverts de peau, parce que la peau peut être imbibée d'eau qui remplace très avantageusement les éponges. Avant, dans les premiers moments d'électrisation, on mettait des éponges. Les excitateurs Oliver permettent d'électriser des points donc très précis, comme la gorge, les oreilles, et j'ai même découvert le rectum. Et tout point, finalement, assez restreint par ces petits excitateurs Oliver que vous avez à côté des fils verts. Si le trembleur à la mise en route fonctionne, c'est que tout va bien. Et ici, ce n'est plus le cas car ma bobine ne fonctionne plus, malgré mes essais en tirant même sur le cylindre de la bobine pour augmenter l'intensité. Alors c'était assez astucieux, parce que vous avez une petite on va peut-être la voir, on la verra peut-être après, je vous la montrerai au bon moment, mais sur la boîte que vous pourrez regarder, on tire du milieu de la bobine et ça règle l'intensité. Alors plus on la sort, plus bien sûr c'est intense. Cette intensité peut être aussi graduée par l'usage des bornes, alors qui sont numérotées, 1 qui sert aussi parfois de pôle positif, 2 et la 3 qui sont des pôles négatifs, sachant que 2 et 3 donnent la somme maximum des 2 courants précédents. La 2 devient alors le positif, mais il faut toujours la combinaison des 2 bornes pour obtenir le courant. En B, à la figure 1, vous observez le moyen de réaliser des intermittences à volonté. Alors, je vais repasser celle du dessus, peut-être, on va le voir là. Non, voilà, on va passer en dessous. Le moyen de réaliser des intermittences à volonté, c'est une sorte de petit déclic qui permet pour les... on peut donner des électrisations à volonté chez des gens sensibles, alors que la tige H devient un pendule régulateur, comme dans la boîte de Gueffet, il y a un petit pendule qui vibre et que je n'ai pas sorti de la boîte, mais que je vous montrerai éventuellement tout à l'heure. En tous les cas, le succès fut important. Alors là, vous avez le catalogue de la maison Mathieu, je vais en parler là, parce que c'est la preuve du succès, car Charles Chardin, dans son ouvrage « L'électricité et la thérapeutique moderne » de 1901, donc après sa mort, on continue à diffuser l'appareil. Notre appareil y figure avec un autre modèle présenté avec un tiroir que vous avez pu observer tout à l'heure, qui est au-dessus à droite, et le même modèle tiré d'une collection qui est donc extrêmement intéressant. Alors, les accessoires étaient installés donc dans le tiroir, et vous avez les bornes au-dessus, et l'équivalent de ce dont je vous parlais tout à l'heure, qui permet un contact intermittent, est ici. Ils ont, au fur et à mesure des améliorations, si vous voulez, de la connaissance de l'électricité, procédé à de grosses améliorations. Mais on retrouve encore avec sa pile au bichromate de potasse dans un catalogue non daté de Louis Mathieu, donc ce catalogue que je vous ai montré, pardon, excusez-moi, le voilà, c'est l'Arsenal chirurgical, c'est le 15e. Donc c'est un catalogue qui date de 1907, d'après ce que j'ai pu contrôler avec les collections de la maison ici et celles que j'avais pu avoir. Cette 15e édition est donnée pour 1907. C'est à peu près le moment où Mathieu a cédé sa maison à Bon et Scherrer. Donc Charles Chardin, on pouvait dire, œuvrait encore même en 1921, d'après ce que j'ai pu observer. Alors, dans la page de droite, vous avez encore le même appareil que celui que je vais vous montrer, avec simplement peut-être une petite amélioration sur la façon dont la tige au zinc pouvait se mettre en contact. Au demeurant, ces types d'appareils d'électrothérapie ont pu attirer certains collectionneurs, dont un membre de l'ASPAD, qui avait rassemblé chez les dentistes, sont toujours passionnés des faradisations, et ça servait aussi pour les dentaires. Et vous verrez sur le site de la BUM, une formidable collection de ce type d'appareil.
Il en a rassemblé donc vraiment entre, disons, 1850 et 1908 à peu près, hein. Alors, cette belle collection montre les appareils de galvanisation, de faradisation, de franklinisation et d'arsonvalisation, couvrant donc un demi-siècle entre 1850 et 1908. Et en allant sur le site de notre société, vous aurez tout ça à la BUM. En dernier lieu, et je conclus ainsi, cette électrothérapie, certes plus sophistiquée maintenant, demeure d'un usage fréquent dans la médecine du sport et en kinésithérapie. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Le brevet d'appareil trouvé avec sa marque de fabrique Eureka, et je vous l'ouvre. Alors, vous avez le site, on va l'ouvrir, vous avez le site, n'est-ce pas, de la pile qui est ici, les cordons qui sont en très bon état, et puis les petits pinceaux. Alors là, vous avez un ensemble avec le pinceau, et de l'autre côté, une petite boule olivaire, et là, le trembleur. Alors, le réglage se faisait par ce régleur qui est au-dessus de la bobine. Voilà, ça c'est un appareil très simple, et on pouvait également choisir, comme dans l'autre appareil, alors que ce n'est pas du tout la même marque, le normal, la puissance 1, la puissance 3, voire une puissance 4 et une puissance 5 dans celui-ci, pour ressentir plus violemment les. Alors, le trembleur se mettait, et ce petit cordonnet, qui se mettait à l'extrémité de l'appareil, sur ici. Alors, dans l'autre appareil, dans celui que je vous ai également apporté et que j'ai gardé, vous avez ce trembleur qui s'installe en avant de la bobine et ça se visse exactement à cet endroit. Alors, on peut également régler, voilà. Et pour les intermittences, on a ce petit élément ici que je vous avais indiqué tout à l'heure, élément F qui permet le contact sur la pile. Alors, la pile, vous voyez, je l'ai montée de telle façon qu'elle pourrait, tout de suite, s'il y avait du liquide, se mettre en marche. Donc, là, c'est le trou qui sert pour le provisoirement. C'est pour ça qu'il a été fait un petit godet pour que s'il y avait du liquide acide, ça n'y ait pas de corrosion. Et là, en mettant l'élément de zinc à cet endroit, et si on met le contact ici, et que la pile se met alors aussitôt à fonctionner. Donc, vous avez, ça a été très, très bien ajusté. Donc, vous voyez, ces petits éléments de zinc a son importance. Je l'avais laissé ainsi pour pouvoir gagner un peu de temps. Donc, la pile se sort aussi. Hein, là, vous avez la fabrication de la pile avec la potasse et tout ça. Voilà. Donc, il y a aussi les autres bornes, les puissances, le pôle plus comme indiqué, les pôles 1 qui peut parfois servir de pôle plus aussi, le 2 et le 3, et la zone d'intermittence. Et ici, ce régleur de l'intensité sur la bobine, et qui est d'ailleurs chiffré, de telle façon qu'on puisse graduer son travail et tout. Et à l'intérieur, je crois que c'est important que vous puissiez le filmer, vous avez les accessoires. Alors, il y a bien sûr des manches, et là j'ai pris les bouts olivaires qui sont encore recouverts de la peau d'origine. Nous allons démonter les éléments pour les remettre dans la boîte, ne pas les oublier. Voilà. Et alors, il y a d'autres éléments, par exemple comme ce qu'on appelle l'embout au charbon, qui est toujours recouvert de peau et qui doit être mouillé pour que ça fonctionne. Parce qu'on faisait aussi que le malade, parce que sinon ça aurait brûlé, comme je l'ai indiqué dans le début de la communication. Voilà. Je pense que vous remarquerez que j'ai une chance que les autres n'avaient peut-être pas, c'est que non seulement il y a la marque de Chardin qui est marquée là, donc de la rue de Châteaudun, quelques indications sur l'usage des bornes, mais j'ai aussi encore la notice qui est quand même assez rare. Donc ça permet de bien le faire marcher. Et cette notice donne sur le rôle de Chardin, qui n'est pas négligeable, bien des récompenses qu'il a reçues, médailles d'or, etc., à pas mal d'expositions. Voilà. C'est une façon d'exercer la médecine, mais moi je dois dire qu'à titre personnel, après tout, j'ai eu un oncle électroradiologiste et que je me suis fait sportivement de nombreuses, disons, entorses à la cheville. Et je vous avoue que les courants d'ionisation au calcium faits par mon oncle, ça m'a quand même drôlement remis les tendons au point, et depuis, je n'ai jamais plus rien eu. Voilà.
Donc le sport est dangereux, il ne faut pas en abuser, c'est comme tout. Voilà. Bravo. Et merci beaucoup de votre attention, mon cher Francis. Une question d'ordre pratique. Donc la mise en marche de la pile était extemporanée. Il fallait introduire un liquide d'acide. Le liquide dont je t'ai donné la composition. Oui, et il fallait veiller à ce que le pôle positif ne soit pas tout de suite mis en route. Tu installais ensuite ton bâtonnet de zinc dans la pile et la mise en route se faisait dès que tu avais mis le contact. Alors donc ça se faisait au chevet du malade. Ça se faisait au chevet du patient. Oui. Alors, cet appareil, tu as vu, j'ai remis un petit bouchon. S'il restait un peu de liquide, on arrivait à vraiment... On pouvait le transporter quand même. On pouvait le transporter. On pouvait éviter la fuite. Et puis les gens avaient à l'époque des bouteilles très convenables dans lesquelles le mélange acide, assez corrosif quand même... Bon. Donc les ingrédients servant au mélange n'étaient pas transportés dans cette... Ah non, n'étaient pas transportés. Là-dedans, il n'y avait que ce qui aurait pu rester dans la pile, parce que c'était réutilisable. Une petite astuce que je n'ai pas indiquée, et qui est très de la part de Chardin notoire, c'est qu'il indique que si le liquide noircit, ou bleu, un noir bleu au début, il est encore très bon, et quand il devient très très noir, c'est que là, il faut le changer. Voilà. En gros, c'est ce qu'il indique pour que les gens repèrent. Mais bon, c'est... Quand on voit les machines extraordinaires qu'avait Vigouroux à la salpêtrière, avec ses immenses roues pour fabriquer, c'était bon. Ou Marat laissait ces pauvres dames pendant 3 heures sous des machines, en fait, électrostatiques, bon, c'est tout. Mais on a fait de terribles progrès depuis, et je crois que si un jour Jacques voulait nous parler de l'usage moderne de l'électricité dans le milieu sportif et tout, c'est fondamental maintenant. Voilà, moi j'ai connu avec mon oncle électro-radiologiste des aspects délicieux. Mon grand-père, lui, était plutôt radiothérapeute, c'était un autre monde, mais mon oncle a fait pas mal comme électro-radiologiste de tout ça. Et il y avait beaucoup de sportifs qui venaient et qui en profitaient avantageusement. Merci. Ah ben oui. J'ai vu qu'il y avait des gens... Alors, je vais même vous faire sourire. Je crois que c'est Geff. Ils vendaient volontiers un appareil portatif d'électrisation que des gentlemen portaient en ceinture, et ils s'électrisaient pendant qu'ils se promenaient aux Champs-Élysées ou partout. Ça, c'est assez amusant. Bon, je ne pouvais pas non plus abuser de votre temps. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, il me revient de conclure cette séance, de remercier les membres présents et les communicants qui nous ont fait partager un bon moment, nous ont fait apprendre bien des choses. Remercier encore une fois le doyen Berche de nous permettre régulièrement de tenir ces séances et vous rappeler que désormais notre prochaine séance se situe maintenant au mois d'octobre. Hein. C'est le 20 octobre que nous nous retrouverons, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle et tranquille période estivale.